Retrouvez Bismart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises. Bonjour à tous, très heureuse de vous présenter un nouveau rendez-vous sur la chaîne Bismart for Change. Il s'appelle Smart Cyber, on va parler de confiance numérique dans ce rendez-vous et on démarre avec un événement puisqu'on est ici sur la REF avec des interviews assez exceptionnelles. On aura en entretien le nouveau président du campus cyber qui réunit donc tout cet écosystème public et privé autour de la cybersécurité. Un grand entretien ensemble à suivre. On aura aussi un regard important sur la nouvelle cybersécurité portée par les pouvoirs publics et le général Fraissinet. Je vous propose qu'on démarre maintenant. Alors, on aime bien recevoir les pépites françaises. Je suis très heureuse donc d'être avec vous, Stéphane Hersen. Vous êtes le fondateur et le CEO de SkyTeed, qui est une start-up toulousaine spécialisée dans les casques spécifiques, des casques qui garantissent la confidentialité des communications. Donc, bon, c'est rare d'avoir des start-up qui travaillent sur de la fabrication de matériel informatique, donc je trouve ça absolument passionnant. J'avais découvert votre casque à l'occasion de Vivatech. Bien sûr. Expliquez-nous comment il fonctionne, ce qu'il a de particulier. Alors c'est un casque qu'on a développé pour permettre à 300 passagers dans un avion de faire un appel en même temps sans se déranger les uns les autres. Donc l'objectif, comme vous pouvez le voir... Alors c'est pas juste qu'on ne va pas entendre ce que l'autre dit dans l'oreille, si on n'entend pas non plus la personne qui Donc, parle. il faut que la personne parle vraiment à une voix basse, pas du chuchotement, ce qu'on appelle juste au-dessus, ce qu'on appelle l'ultra low voice, donc la voix basse, la plus basse qu'on puisse avoir, un peu comme si je vous parlais à l'oreille pour vous dire je vais partir de la réunion, il faudra qu'on se rappelle après, en étant poli vis-à-vis des autres. Donc on a juste besoin en fait quand vous appelez d'activer le micro qui va être très très proche de mes lèvres et en fait ce micro va prendre l'intégralité de ma voix et comme elle va être très très faible par rapport au bruit ambiant, bon, en fait on va se débrouiller pour qu'elle ne passe pas à mes épaules et on va le contrôler en permanence. Alors se débrouiller, c'est-à-dire que vous avez recours à quelle technologie? Alors on ne va pas absorber, encore une fois, on va vous demander de parler le plus bas possible pour éviter de rentrer en collision, si je puis dire, avec la personne qui est à côté de vous. En fait, sur ce produit... Ça veut dire qu'il faut être capable d'amplifier énormément. Voilà, vous avez plusieurs micros qui sont sur le côté et entre eux, on va prendre en fait le son de ma voix quand il va passer de ce micro-là jusqu'à celui qui est derrière l'oreille et on va calculer par AI en fait la distance auquel je vais être... Intelligence artificielle. Voilà, comment je vais être intelligible, jusqu'où je vais être intelligible ou perceptible. C'est-à-dire que si je suis dans un train et je veux être sûr que la personne qui me touche l'épaule ne soit pas dérangée, on va pouvoir régler ça sur le modèle dans la perceptible et on va limiter ma voix le plus bas possible. On va me dire qu'il ne faut pas parler plus fort que ça et pour être sûr que votre voisin n'entend pas. Alors, pour ne pas le déranger ou pour pas non plus qu'il entende des conversations professionnelles confidentielles. Absolument. C'est votre créneau quand même, j'imagine. Absolument. Quel type de clients vous visez? Alors, beaucoup de clients qui sont dans le contre-espionnage veulent s'assurer que leur voix ne peut pas être intelligible par rapport à un mur, par exemple. Ou dans une salle de réunion, ou tout simplement dans un avion. Si vous faites un appel pendant des heures avec votre voisin, on a tous entendu des choses qu'on n'aurait jamais dû entendre dans une discussion téléphonique, avec des gens qui parlent de choses privées et ainsi de suite. On se plaint très souvent dans les sociétés que les cadres se promènent avec un écran allumé, mais en fait la voix, personne n'a jamais contrôlé la voix. Nous, on va vous donner la possibilité de savoir jusqu'où votre voix est intelligible. C'est un peu comme mettre un filtre anti-espion sur l'écran de son ordinateur. Exactement. Là, on enfile un casque spécifique qui va pouvoir vraiment masquer ma communication. En revanche, vous parlez du contre-espionnage ou voilà, des professions un peu critiques qui cherchent vraiment la confidentialité. Ce casque, il utilise l'IA pour amplifier le son. Il collecte de la donnée vocale. Comment est-ce que vous protégez ces données? Alors nous, on va juste travailler sur le niveau de la voix, un peu comme une fréquence, et de savoir qu'en fonction de la puissance de la voix, jusqu'où elle est disponible. En aucun cas, on mesure vos mots ou ce qui a été dit. On va juste mesurer en fait que vous chantiez, que vous siffliez ou que vous parliez. On va émettre un bruit, et c'est cette fréquence en décibels, enfin, cette puissance qui va être en décibels, qui va être mesurée par rapport au bruit ambiant et qui va vous dire jusqu'où elle peut être entendue. Donc en aucun cas on maîtrise la voix d'un interlocuteur ou on le stocke. Donc pas de collecte de données vocales. D'autre part, on peut créer un bruit pour des agences qui veulent être absolument de haute sécurité, qui veulent faire des discussions entre deux personnes qui puissent être chiffrées. On va créer, par exemple, dans une chambre d'hôtel, si on voulait avoir une réunion de post-débriefing d'un appel d'offres. Moi, j'étais chez Airbus.
on n'a pas le droit de parler dans nos chambres d'hôtel pour Ouais, des raisons très j'imagine. simples. Ouais. Eh bien, en fait, on va pouvoir créer un bruit ambiant qui va être fait, qu'on va pouvoir discuter sous ce bruit ambiant et être complètement silencieux. Pareil dans le Voilà, train. donc On a d'autres solutions pour que deux personnes parlent, les casques vont parler entre eux et on va pouvoir avoir cette conversation tout à fait silencieuse sans qu'aucune autre personne dans la cabine puisse entendre ce qu'on fait. donc vous participez à cette confiance numérique à travers des produits matériels. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce témoignage. Merci. Merci. Virginie Fauvel, bonjour, bienvenue dans ce Smart Tech spécial l'AREF. Vous êtes la PDG de Harvest, qui est une entreprise d'édition de logiciels pour la gestion de patrimoine. Vous êtes la coprésidente aussi de la commission numérique innovation du MEDEF. Vous avez piloté plusieurs grandes transformations digitales dans la finance, l'assurance, dans la banque. Je peux citer BNP Paribas, qui a fait un peu l'événement aujourd'hui aussi sur l'AREF. Donc la question de la sécurité des données, j'ai envie de dire, vous connaissez par cœur. Vous avez même communiqué récemment sur une importante cyberattaque à laquelle Harvest a fait face. Comment on sort d'une crise cyber? On en sort enrichi d'une expérience différente sur ce sujet de la sécurité des données? Écoutez, oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, je suis vraiment le pur produit du système français et je me suis dit, et c'est pour ça aussi que je travaille pour le MEDEF bénévolement pour essayer de rendre de la valeur à mon pays. Et en fait, souvent, quand il y a des crises cyber, les chefs d'entreprise le taisent, le passent sous silence. Ouais. Et chez Harvest, on s'est dit, bah non, il faut communiquer aux associations, il faut communiquer auprès des clients, il faut communiquer dans les médias, parce que ça peut arriver à toutes les entreprises. Et on a un certain nombre de leviers sur lesquels on a appris qui peuvent peut-être aider d'autres entreprises qui seront touchées un jour à mieux affronter en fait cette réalité. Donc quand une crise cyber arrive pour un dirigeant, c'est très difficile. Votre monde bascule. Moi, je me souviens que c'était le 27 février 2025 et je pense que toute l'entreprise s'en souvient. Date marquée au fer rouge. Exactement. Et là, toute votre énergie est consacrée à sortir de cette crise cyber. On a été très très bien accompagnés par nos clients. Beaucoup se sont proposés de nous aider. On a été, d'ailleurs, on n'a perdu aucun client. Je tiens particulièrement à les remercier. Ouais. On a été très aidés aussi par nos actionnaires et puis après par des spécialistes. Parce que quand il y a une crise cyber, il ne faut pas rester tout seul. Vous avez besoin de gens qui vont travailler 24 heures sur 24 et qui vont vous aider à sortir de cette crise. Donc on s'en sort renforcé. Et moi, j'en ressors aussi avec une mission d'évangélisation autour de ces sujets-là pour aider les autres chefs d'entreprise à gérer. Vous diriez que quelle est la meilleure décision que vous ayez prise à ce moment-là, au moment de la crise? Au moment de la crise, j'ai décidé en tant que chef d'entreprise de conserver le rythme et l'hygiène de vie que j'avais. Parce que vous savez, quand vous rentrez dans une crise, vous savez le jour où vous en rentrez, vous ne savez pas exactement combien de temps ça va durer. Ouais. Et un chef d'entreprise se doit d'être toujours en forme, toujours le capitaine du bateau. Et je me suis dit, si mes collaborateurs ou mes clients me sentent fragilisés ou inquiètes ou fatigués, ça donnera moins d'élan. Donc de conserver son hygiène de vie, ça me semble très important. Et le deuxième sujet, c'est vraiment de se faire accompagner par des spécialistes. Parce qu'on ne peut pas être tout seul. Et après, d'avoir dit la vérité à chaque étape. Donc voilà. Alors justement, cette communication, comment on l'orchestre? Parce que vous l'avez dit et on le constate tout le temps, c'est compliqué d'assumer, de communiquer. Alors en interne, on est obligé, auprès de ses clients aussi, mais à l'externe, comment on s'y prend? En fait, c'est effectivement assez compliqué parce que vous avez une guerre technologique à mener. Mais c'est important de le faire quand même. Voilà, et il y a aussi un sujet de communication. Donc nous, on s'est vraiment concentré sur la guerre technologique, qu'on a bien sûr réussi. Et sur la communication, c'est toujours un art très très difficile. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire publiquement, il y a des choses que vous pouvez dire en tête à tête. Et on a 3000 clients, donc c'est assez compliqué quand on est une ETI d'appeler chaque client individuellement. Voilà, donc peut-être qu'on aurait pu peut-être faire mieux, peut-être faire des plénières avec un certain nombre de clients plutôt que de les appeler en direct. Mais en tout cas, l'art de la communication en temps de crise est très compliqué. C'est un exercice qu'on peut essayer de pratiquer, ça, voilà, tout à fait. Et pareil, ouais. je pense qu'il faut se faire accompagner. Donc nous, on s'est aussi fait accompagner par des spécialistes de gestion de crise parce que ça ne s'improvise pas.
Alors, j'ai un avocat spécialiste de ces crises cyber me disait c'est important de communiquer aussi pour montrer que en fait on n'est pas responsable, on a été cyber-attaqué. On est victime. Oui. C'est exactement ce que je dis souvent. C'est qu'en fait, quand on subit une crise cyber, on est victime d'une attaque technologique. Et encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. À chaque fois qu'on ouvre un journal, on voit qu'il y a des fuites de données dans différents grands groupes, petites ETI, etc. Et c'est dans mon mandat MEDEF, c'est aussi un sujet d'essayer de bien communiquer auprès de l'ensemble des ETI et des grands groupes français sur se protéger d'une crise cyber. Et alors, est-ce qu'après ça, on modifie sa stratégie cyber, on modifie ses investissements? Bien sûr, on était déjà, je pense, très fort. Et en fait, c'est sans fin. Il faut toujours se maintenir au niveau, puisque les pirates sont de plus en plus intelligents et contournent toujours les choses. Donc, il faut toujours investir, recruter des collaborateurs aussi qui sont bien sûr dédiés sur ces sujets-là. Parce que en plus le secteur financier c'est quand même un secteur qui est particulièrement visé. Comment on se protège? Je sais il y a des milliers de façons de se protéger, mais si vous pouviez nous dire comme ça en une phrase une bonne décision à prendre là tout de suite maintenant avant d'être cyberattaqué. Alors je ne peux pas vous donner le système de sécurité parce que c'est des sujets très sensibles, mais je vais vous donner un exemple tout bête sur les mots de passe. Souvent on vous dit ah oui il faut mettre des caractères spéciaux, etc. Et en fait moi j'ai vraiment pris conscience que la taille d'un mot de passe c'était quand même clé. Donc moi maintenant mon mot de passe je crois qu'il fait une vingtaine de caractères. Ah oui. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire à l'intérieur. 2025 point d'exclamation dans un mot de passe, il faut éviter. Donc je pense que la sophistication des mots de passe est quelque chose qui est assez basique mais qu'il faut vraiment faire. Ok, merci Virginie Fauvel pour votre témoignage. Je vous en prie. Geoffrey Célestin Urbain est avec nous. On est sur la REF, ce grand événement, ce rassemblement des entreprises de France. Près de 20 ans d'expérience, Geoffrey, je le rappelle, pour vous, dans la haute fonction publique, secteur privé également. Notamment, vous êtes passé par le ministère de l'économie et des finances, puis vous êtes passé dans Smartech à un moment où vous travaillez au CICE, qui protégeait en fait nos entreprises d'attaques étrangères. Voilà. Donc le sujet, j'ai envie de dire, la souveraineté numérique dont on parle beaucoup sur la REF, ça vous connaît. Aujourd'hui, vous êtes à la tête, à la présidence du campus cyber qui rassemble l'écosystème à la fois public et privé de la cybersécurité. Qu'est-ce que vous avez envie de porter tout particulièrement comme mission ? Alors là, vous m'avez mis le pied à l'étrier directement sur la souveraineté numérique parce que c'est un des axes. Ouais, c'est la boussole stratégique en fait du campus cyber, c'est-à-dire de s'inscrire dans ce mouvement historique qui est en train de s'accélérer, même s'il ne va pas encore assez vite, de reconquête de notre souveraineté numérique. Alors ça se traduit évidemment dans la cybersécurité, normalement par l'augmentation en fait des achats de grandes entreprises françaises et d'administration auprès des entreprises françaises. Donc ce mouvement-là, il commence à naître, mais il faut l'amplifier. Et justement, le campus cyber est une structure idéale pour ça, parce qu'on est à cheval entre le public et le privé. Donc on peut faire des choses que le secteur privé tout seul ne peut pas faire et que l'État tout seul ne peut pas faire. Donc pour moi, ça c'est l'étoile du Nord. On parle beaucoup dans le domaine de la tech et du numérique du problème de souveraineté sur le cloud. En matière de cybersécurité aussi, c'est un sujet majeur ? Ah oui, ça peut se décliner en fait sur toutes les technologies de cybersécurité. Ça commence par quelque chose de simple et de complexe, c'est de savoir exactement de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté numérique exactement dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans le secteur de la cybersécurité? Est-ce qu'on est en capacité de quantifier aujourd'hui notre dépendance technologique? Oui. Quels sont les coûts induits? Quels sont les risques? En fait, on est au début d'une étape de reconquête cognitive. Il faut commencer par comprendre. Une fois qu'on aura compris, on pourra mettre des métriques pour pouvoir accompagner les grandes entreprises acheteuses dans l'augmentation du sourcing français. Le campus cyber, c'est combien d'acteurs réunis sur un même site aujourd'hui? Alors sur un même site, donc sur le site qui est à la Défense, à la Tour Bellini, c'est 120 entités résidentes. Et au total, on a 250 entités dans notre écosystème parce qu'on a des gens qui sont résidents, mais on a aussi des entreprises qui sont membres sans être résidents ou qui sont partenaires. Donc on a plusieurs statuts, mais voilà. Et donc dans cet écosystème, il y a aussi des entreprises américaines, étrangères. Enfin, tout le monde est accueilli au sein du campus cyber. Comment est-ce que vous traitez ce sujet de la confiance numérique, de la souveraineté avec l'ensemble justement de ces acteurs? Alors effectivement, l'écosystème du campus cyber a été bâti selon une logique d'ouverture oui. qui correspond globalement à la logique d'attractivité économique de la France.
France, qui est une politique publique importante. Moi, avec cet ADN, ce marqueur qui est celui de la souveraineté numérique, ça veut dire qu'il faut qu'on se réinterroge un petit peu sur le degré d'ouverture de cet écosystème et surtout sur notre capacité à faire monter des acteurs européens. Quand je dis européens, je ne dis pas uniquement des acteurs français, mais moi je serais ravi d'attirer davantage d'acteurs allemands, espagnols, italiens, polonais sur le campus. Et ça permettra vraiment d'être un vecteur pour le campus cyber de cette Europe de la cybersécurité qui nous manque aujourd'hui. Sur les projets, les grands projets du campus cyber, est-ce que vous avez déjà un agenda? Est-ce qu'il y a des projets gouvernementaux, par exemple, que vous porterez peut-être demain? Moi, je conçois le campus cyber comme étant le relais, en fait, l'effecteur de la stratégie de l'État sur plein de sujets. Donc, je vous prends un exemple, par exemple la directive NIS 2, oui. Qui va créer de nouvelles obligations réglementaires très fortes de cyber-résilience pour plein d'entités, des PME et des collectivités locales. Mon idée, c'est que le campus cyber en fait, puisse accueillir ces PME, ces collectivités locales dans un parcours d'accompagnement pour les outiller, pour leur monter en cybersécurité. Donc des ateliers, de la formation? Ateliers, formation, accès à une marketplace, parce que finalement au campus, on a toutes les solutions de cybersécurité souveraines qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a un portail déjà aujourd'hui qui existe sur lequel on peut retrouver les offres cyber? Alors on a effectivement un référencement des offres, mais je pense qu'il faut améliorer la lisibilité de tout ça. Okay. Et puis avoir une campagne de communication beaucoup plus forte en direction de ces entités NIS 2. On parlait du sujet de la souveraineté numérique. C'est vrai qu'il y a chacun a un peu sa propre définition. Est-ce que vous avez le sentiment que la définition s'est resserrée, que ça a changé depuis le virage politique pris aux États-Unis sous cette deuxième administration Trump? Ça a amplifié la prise de conscience, mais en fait, je pense qu'on a moins besoin de prise de conscience aujourd'hui que d'une opérationnalisation du concept. Ouais. Et de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Exactement. Ouais. La souveraineté numérique, ça peut aller de l'autarcie intégrale, ce qui n'a aucun caractère de réalisme aujourd'hui, vu la situation de dépendance qu'on a aujourd'hui, jusqu'à des solutions intermédiaires qu'il faut pouvoir construire avec les acteurs eux-mêmes. Moi, typiquement, au campus cyber, on a la possibilité de faire travailler les offreurs et les demandeurs en même temps. Donc, quand une grande entreprise choisit de prendre américain pour ses solutions de cyber, qu'elle puisse au moins accompagner aussi en même temps l'écosystème français pour qu'il puisse monter en gamme. Donc, sur ces sujets de souveraineté numérique, c'est moins la prise de conscience qui compte que maintenant, passons aux actes et aux travaux pratiques ensemble. Parmi les autres menaces, il y a les nouvelles cyber-menaces. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble qu'en France, les entreprises que vous croisez, là, par exemple sur la REF, elles ont la bonne approche? On se protège comme il faut aujourd'hui? Alors la bonne approche, c'est sur dur nos à dire données, parce nos que systèmes d'information? Alors, globalement, il y a encore une marge, un potentiel important pour aller vers davantage de cybersécurité de l'ensemble du tissu économique français. Donc effectivement, on peut dire que les grands groupes sont globalement en moyenne un petit peu mieux protégés, mais eux-mêmes ont un certain nombre de défis importants devant eux, qui sont typiquement de s'adapter au caractère très dynamique de la menace, oui, à la sophistication de la menace, avec l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une première catégorie. Et puis l'autre, c'est les entités qui sont traditionnellement un peu plus éloignées de la menace cyber, qui se disent, bon, j'ai peut-être pas besoin d'investir parce que je peux passer entre les gouttes, et qui vont devoir rentrer dans cette mécanique. Et pour ces entités-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Oui. Un audit, un diagnostic, un plan d'action, etc. Et donc notre but, c'est de les outiller au campus cyber pour qu'elles puissent monter en maturité. Et en termes de technologie, on a les bonnes technologies cyber françaises, européennes? Ah oui, c'est extraordinaire en fait. On a un écosystème qui est fabuleux. Quand vous parlez à des partenaires européens, ils nous disent que justement, ils viennent s'implanter en France parce qu'ils ont accès à un écosystème en France qui est extraordinairement diversifié. Le problème, c'est qu'on est écrasé commercialement, technologiquement, par des opérateurs dominants qui ont la majorité des parts de marché. Donc ce qu'on doit arriver à obtenir, c'est un espèce de desserrement de cet étau. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de travailler collectif. Et le campus cyber est une entité, justement, un agrégateur d'écosystèmes qui permet de trouver des solutions ensemble. Et sur la cybersécurité au niveau national, est-ce que vous avez aussi, vous portez un projet, une approche, une doctrine peut-être? La doctrine, on pourrait la résumer en parlant de résilience circulaire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors effectivement, ce n'est pas forcément immédiatement compréhensible. Résilience, c'est de faire en sorte en fait qu'une majorité du tissu économique français soit moins vulnérable, mieux protégé. Pas uniquement sur la cybersécurité, mais aussi de manière plus globale en fait sur la résilience numérique. Cette notion de résilience, elle va devenir une composante très forte, je pense, à terme de la RSE et de la souveraineté. Et circulaire parce que quelque part, on a les moyens d'avoir une économie circulaire en France et en Europe là-dessus pour produire nous-mêmes notre propre résilience. Donc que la cyber-résilience du tissu économique français se fasse à partir de solutions françaises et européennes. C'est le côté circulaire.
C'est compliqué de faire travailler public-privé ensemble? Parce que c'était un challenge justement à l'origine de la naissance de ce campus, c'était de réunir les deux. Est-ce que ça prend forme? Est-ce que ça se concrétise? Est-ce que ça reste difficile? Il faut aller beaucoup plus loin en fait. Ouais. Là, on a réussi à regrouper les mêmes acteurs, les acteurs de la cybersécurité, tous au même endroit. Maintenant, il faut arriver à faire naître de cette colocation, de ce méga coworking d'une certaine manière, une vraie communauté solidaire avec des chaînes de valeur où par exemple la start-up qui rentre se dit bah, c'est parfait, je vais pouvoir trouver sur place les grands groupes qui vont m'aider à monter en maturité. On a aussi des instituts de recherche qui sont sur place. On peut imaginer que ces instituts de recherche apportent les briques de recherche et développement dont nos entreprises ont besoin. Donc sur tous ces axes, on va pousser à fond les curseurs comme un DJ. Mais comment? À travers des programmes, à travers des projets? Voilà, de tout ça, des programmes, des projets communs. Vous pouvez nous en présenter un? Oui, alors par exemple, on a un incubateur sur place qui s'appelle Cyber Booster, qui est un incubateur à start-up qui accompagne chaque année une dizaine de start-up. Donc l'idée en fait, c'est que cet incubateur en fait, nous permette de développer un parcours d'accompagnement complet pour les start-up, un peu avant du stade de l'idéation jusqu'au stade de l'accélérateur. Et donc ça c'est un exemple. Et un autre exemple, c'est typiquement de travailler avec les grandes boîtes acheteuses de solutions de cybersécurité sur les standards d'offres que les startups et les PME françaises devraient atteindre pour pouvoir gagner davantage de marché. Donc c'est une approche collaborative qu'on va pousser sur plein d'axes. Allez, on termine peut-être avec un agenda, un événement que vous avez envie de partager avec nous, un premier rendez-vous qu'on pourra avoir ensemble au campus cyber. Ce serait il y en aura pas mal, hein, mais il y en a un qui se monte à l'automne qui est le Cyber Echo. C'est pendant le Cybermois, avant le Cybermois? Alors c'est en lien avec le Cybermois, c'est en cohérence avec le Cybermois. Et au départ, donc on en est, je crois, à la 3e édition de ce Cyber Echo. Et ça permet de parler à la fois de cybersécurité, de sécurité économique et d'élargir un petit peu le spectre pour les PME franciliennes en particulier, pour les collectivités locales. Donc toujours la même approche hybride, on est un écosystème. Et donc dans cet écosystème, on a à la fois des acteurs de la recherche, des associations, des services de l'État, des entreprises de toute taille. Donc voilà, premier rendez-vous, mais il y en aura bien d'autres. Je ne veux pas faire un teaser, mais il y aura une belle programmation événementielle. Bon, et bien alors à très bientôt. Merci Geoffrey Célestin-Urbain. Merci. Gilles Castéran avec nous sur la REF dans Smart Cyber. Bonjour Gilles. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes le cofondateur, le CEO de Memority. Memority, c'est une plateforme SaaS française qui est spécialisée en gestion des identités et accès numérique. Vous avez réalisé une récente levée de fonds de 13 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Quels sont aujourd'hui les défis pour sécuriser les accès au site internet, l'authentification à un système d'information? Quelle est la difficulté? Alors les défis sont évidemment importants parce que je peux donner d'abord un chiffre. C'est plus de 80% des attaques qui sont liées de près ou de loin à un sujet autour de l'accès et de l'identité. Donc c'est un enjeu qui est essentiel. Donc le premier point. Deuxième point, on voit la prolifération des moyens de s'authentifier. Donc chacun va arriver avec son propre moyen pour s'authentifier. Et deuxièmement, on a de plus en plus de gestion d'identité. Donc l'enjeu, il consiste à être automatisé, orchestré l'ensemble de ces sujets. Et puis autrement, on parle beaucoup d'identité humaine, mais arrivent aussi tous les sujets autour de l'identité non humaine. Et oui, avec l'intelligence artificielle et nos avatars qui vont nous remplacer. Et les objets connectés déjà. Les objets, absolument. Et les agents IA qui vont pouvoir travailler aussi directement entre eux sans passer par l'humain. Donc oui, ça fait beaucoup de défis. Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'un accès est bien ou pas suffisamment sécurisé? On avait coutume de dire, pour regarder sur Internet, s'il y a un HTTPS, tout va bien. Ça ne suffit pas ça? Alors, ça ne suffit pas, mais il y a surtout la façon dont on va se connecter qui est un enjeu essentiel, puisque dès qu'il y a l'intervention humaine sur le moyen d'accès, en fait, on fait prendre un risque. Donc, les nouveaux enjeux, et ce qu'on fait aujourd'hui dans des cas, notamment pour les consommateurs, c'est qu'on développe des algorithmes qui identifient exactement quelle est la personne qui est en train de se connecter. Et à partir de là, on arrive à sécuriser. Il y a deux choses, il y a sécuriser. Mais pour bien sécuriser, il faut aussi améliorer l'expérience utilisateur. Puisque si on complexifie l'expérience utilisateur, on se retrouve en situation où on crée des sujets non sécures. Ouais. Voilà. C'est-à-dire on s'est habitué aux difficultés de se connecter, aux mots de passe à saisir, à la double authentification. Toutes ces lourdeurs, vous pensez qu'on peut aujourd'hui s'y soustraire, tout en restant dans un environnement sécurisé? Oui. Alors, nous, on le démontre sur un projet qui est le projet BeConnect, fait par les grandes banques françaises, qui va sortir en automne, cet automne, au mois d'octobre. Alors le principe, c'est de se dire, pour 40 millions de consommateurs, en un seul clic, en appuyant sur le bouton BeConnect, il va pouvoir accéder à des sites e-commerce, et dans 80% des cas, il n'y aura pas besoin d'action d'authentification. Alors comment ça fonctionne? Il y a des algorithmes derrière qui analysent exactement le contexte d'usage,
et puis qui regarde aussi les habitudes. Cliqué. Voilà, donc dans quel contexte, avec quoi je me connecte, à quelle heure je me connecte, la géolocalisation, les habitudes de connexion. Et puis à partir de là, il y a des algorithmes qui apprennent et qui arrivent à identifier assez clairement, en tout cas qui identifient un score de risque. Et à partir de là, les sites e-commerce décident, j'accepte de prendre le risque ou pas. Il y a des certifications aujourd'hui nécessaires, non? Des normes, des standards au niveau européen sur la gestion des accès, la manière dont ils les sécurisent. Est-ce que ça rentre dedans, ce type de technologie? Oui, alors il y a beaucoup de standards autour des moyens d'authentifier, ce qui permet de rendre les choses interopérables. Ouais. Mais en tout cas, le sujet de la sécurisation des accès, etc., reste un élément important. Et encore une fois, on se focalise beaucoup sur ces moyens d'authentification, mais l'enjeu, il est surtout sur la fraude et comment on essaie d'identifier, d'éliminer ces usurpations d'identité, ou voire même c'est l'élévation de privilèges lorsqu'on accède à un système d'information. Donc on n'a pas besoin d'avoir des normes supplémentaires, des nouveaux standards en fait, pour mettre en œuvre ces solutions. Non, il y a déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Le tout, c'est de le déployer. Mais c'est vrai au niveau des entreprises, des organisations. C'est vrai au niveau des clients, dans tous les services pour le consommateur, le citoyen. Mais là, aujourd'hui, il y a toutes les technologies. Le tout, c'est d'industrialiser. Nous, notre métier, c'est d'industrialiser ce sujet-là. C'est pour ça qu'on appelle ça l'identity factory. C'est moyen d'industrialiser ça, d'orchestrer, d'automatiser. Et ça, c'est un enjeu, en effet, c'est un vrai défi. Et là, vous avez parlé du projet BeConnect, qui est quand même un projet d'envergure. Est-ce que vos clients sont principalement en France? Votre premier marché, c'est le marché français, enfin un marché européen ou l'étranger? Alors, notre marché, il est en France au sens où les entreprises sont françaises, mais l'usage de nos technologies est mondial. Oui. Donc, par exemple, pour un très gros constructeur automobile, où on doit gérer l'identité pour ses 500 000 salariés, ses millions de concessionnaires, ses dizaines de millions de clients, ses 50 millions d'objets connectés, du véhicule connecté, évidemment, c'est un usage mondial. Oui. Donc, aujourd'hui, nos clients sont principalement des entreprises de taille, enfin, qui sont en France, mais qui sont des acteurs mondiaux. D'accord, c'est plutôt sur les acteurs internationaux qu'il y a vraiment cette préoccupation de trouver des nouvelles solutions de gestion des authentifications. C'est compliqué pour une entreprise française de travailler justement avec des grands acteurs, parce qu'ici à la REF, on le voit, il y a des grands groupes partout, on voit des startups qui essayent de faire ouvrir le carnet de commandes. Comment ça se passe ? Alors nous, déjà, notre plateforme, elle fonctionne aussi bien pour les très grands groupes, j'ai ces grands groupes-là, mais aussi pour des entreprises qui font 1000 employés. On a des clients qui sont de taille évidemment plus modeste. Alors oui, c'est un enjeu pour une entreprise française de travailler avec des grands groupes ou des entreprises. D'ailleurs, c'est un peu mon engagement que je prends depuis quelques semaines et mois, c'est de donner envie et en tout cas de recréer une fierté numérique, aussi bien pour ceux qui produisent de la tech que pour les décideurs, les acheteurs de la technologie, pour qu'on soit fier d'acheter de la technologie numérique, comme on peut être fier d'acheter ses fruits et légumes en bas de chez soi. On doit avoir le même niveau, voilà, on doit acheter local, les fiertés. Alors c'est un enjeu, là on sort sous plaisanterie, mais c'est un enjeu économique essentiel. Il y a une étude qui a montré, c'est globalement l'Europe, 260 milliards d'investissements faits sur la tech auprès des États-Unis. Donc là, il y a un enjeu économique, un enjeu sociétal très très fort. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des briques essentielles dans lesquelles il faut avoir une maîtrise totale, ce que j'appelle moi l'autonomie numérique, aussi bien pour les organisations que pour l'Europe, de façon à pouvoir gérer sa dépendance, son indépendance numérique, de façon assez rationalisée. Merci Gilles Castéran. Retrouvailles avec David de la Comblède, on est ensemble sur la REF. Bonjour David. Bonjour Delphine. Je rappelle, président et fondateur de la Villa Numérique, qui est un think tank dédié aux questions du numérique, d'ailleurs dont je suis membre, pas très actif, je dois le reconnaître malheureusement. Et vous avez rédigé un plaidoyer auquel je n'ai pas participé non plus, que vous présentez aujourd'hui sur la REF face à la désinformation et aux ingérences. Marquer le réel. Qu'entendez-vous par cette idée de marquer le réel ? Aujourd'hui, il faut bien voir qu'on a un phénomène de désinformation qui s'intensifie et s'amplifie. C'est un vieux phénomène, il a 10 ans, il est très documenté et on a l'impression d'ailleurs que les pouvoirs publics, les entreprises ne le prennent pas à sa juste valeur et ne sont peut-être pas très proactifs en la matière. Et finalement, une certaine forme de passivité ne peut être perçue que par nos ennemis comme un encouragement. Alors, ce phénomène s'amplifie parce qu'il y a les réseaux sociaux et parce qu'il y a les solutions d'intelligence artificielle générative qui permettent de baisser le niveau d'acquisition pour développer et raconter tout et n'importe quoi.
Et si on propose de marquer le réel, c'est par rapport au généré, de se donner une chance de reprendre le dessus sur notre récit et donc de marquer à la source ce que l'on dit pour l'authentifier et le tracer. Donc c'est vraiment un marquage au sens un sourcing en fait de l'information. C'est un marquage physique, vous appelez. soit de watermarking pour des photos et de manière infalsifiable et indétectable. Oui. Parce que si on vous propose une photo et que vous voyez dessus un gros tag marqué cette image est protégée, déjà c'est facile d'enlever le tag et ça altère quand même la photographie. Donc le but est vraiment de ne pas l'altérer. Sur la photo, il y a des technologies qui fonctionnent très bien et qui sont déjà à l'œuvre dans des médias en particulier. Et en revanche, il y a un autre défi qui est sur le texte. Par nature, c'est plus difficile de marquer un texte puisque 2 mots générés en font un troisième. Néanmoins, et la France est en pointe sur des sujets dits de similarité, où une architecture intellectuelle, telle qu'elle a été faite au début, va pouvoir permettre d'aller démontrer que c'était bien l'originalité qui a été faite. Et donc, même dans des produits générés par des solutions d'intelligence artificielle, aller montrer que cette écriture a eu une originalité et qu'il s'agit peut-être d'aller reconnaître les droits de celui qui l'avait écrit. Donc un marquage, un traçage finalement aussi. Marquage et traçabilité. Et donc pour ça, il faut des registres. Il faut bien avoir la preuve que ça a été fait par telle entreprise ou tel acteur à l'origine pour aller apposer un droit. Alors vous parlez de créer un système immunitaire de l'information pour créer un climat de confiance numérique. On peut y arriver à recréer ce climat de confiance numérique ? Aujourd'hui, c'est le professeur David Collomb qui prend cette expression. Au contraire, on va dans le sens inverse. On est dans un univers de plus en plus pollué Ouais. et que les instruments pour lutter contre cette pollution sont des instruments d'anti-pollution. Mais néanmoins, vous ne faites que rajouter beaucoup de produits. Ouais. Et donc là, ce que l'on propose effectivement, c'est de se donner les moyens, avec cette traçabilité et cette conservation originale, d'aller apposer contre des contenus qui auraient été générés ou falsifiés ou détournés, de dire non, ce contenu photographique ressemble un peu à ce qui est à l'original, mais il a été altéré en tel ou tel endroit. Et donc de reprendre le dessus pour ces marques et ces auteurs. Alors, vous présentez ce plaidoyer à la REF, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez travaillé avec le MEDEF. Pourquoi ? Pour vous adresser directement aux entreprises, c'est un plaidoyer pour elles, avec elles ? Et pourquoi cette cible particulière ? On le voit bien et vous le voyez à longueur de plateau. Ceux qui sont au cœur de la tech, qui maîtrisent les enjeux, comprennent et ont la capacité d'investir, finalement constituent une sorte de cercle de la tech. On a parfois du mal à aller chercher au-delà et on a du mal à aller embarquer des acteurs qui ne sont pas natifs, qui ont d'autres problématiques à gérer. Et le fait de le faire avec le MEDEF, c'est quand même se donner la chance de s'adresser à toutes les entreprises françaises, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur capacité d'investissement, et parce que investir dans la technologie, contrairement à une idée reçue, ça coûte un peu d'argent. Et aujourd'hui, en matière de lutte contre la désinformation et les ingérences, c'est une des difficultés, c'est que un peu comme en cyber, les entreprises s'y intéressent une fois qu'elles ont été touchées. Ouais. Et c'est trop tard. Et donc comment vous faites pour vous prémunir et vous donner toutes les chances de les contrer ? Et on sait bien que le debunking, si on doit employer un mot interdit, un anglicisme, permet de se prémunir autrement mieux que de lutter une fois que vous avez été attaqué. Alors, si vous voulez les sensibiliser là maintenant, vous diriez que ça représente quel risque aujourd'hui la désinformation pour une entreprise, pour un chef d'entreprise, une chef d'entreprise ? Alors, le risque est difficilement cernable parce que les entreprises, comme en cyber, n'osent pas venir partager leur cas. Elles vivent les attaques de manière honteuse et donc ne vont pas aller attacher leur marque à des attaques qu'elles ont subies. C'est une des vraies difficultés. On a trop peu de témoignages, ça c'est certain. Mais néanmoins, si vous regardez des cas très concrets qui ont été diffusés sur TikTok au printemps et cet été contre les entreprises de luxe, ce sont des vidéos faites en Chine
qui tente de montrer assez grossièrement d'ailleurs que les produits manufacturés par des entreprises de luxe françaises, on les connaît, hein, il y en a deux groupes, LVMH et Kering, finalement s'équipent en Chine et que quitte à avoir des produits de luxe, autant aller les acheter directement en Chine et 20 fois moins cher. Tout ça est faux, mais néanmoins ça a été vu plus de 6 milliards de fois en 24 heures. Donc vous imaginez le risque inouï pour ces entreprises et que même s'il n'y a qu'un pourcentage infime de personnes qui les prennent pour argent comptant, c'est du chiffre d'affaires en moins à la fin de votre journée. Merci beaucoup David Lacomblède. Merci. Christophe Le Sur est avec nous, bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Vous êtes ici avec nous sur la REF dans Smart Cyber, vous êtes le directeur général de Cloud Temple. Parmi vos clients, certains évoluent dans des secteurs et des structures critiques, hein. On peut citer le SAMU, EDF, Naval Group. Quelles sont leurs attentes vis-à-vis des services cloud et comment réagissent-ils quand ils sont en quête d'un nouveau prestataire et que vous vous présentez comme un clouder français? Alors, déjà, je suis très honoré d'être parmi vous. Et puis, c'est une question extrêmement intéressante parce que, et c'est contre-intuitif, on ne vend pas d'infrastructure cloud. La première chose que l'on vend, c'est de la confiance. Ouais. Donc, ce que nos clients viennent acheter, c'est la confiance que dans une situation géopolitique un peu compliquée, dans une situation sécuritaire compliquée, ils vont pouvoir, avec nos services, préserver leur processus business. C'est ça d'abord qu'ils viennent acheter et c'est ce que nous produisons. Mais ça, c'est nouveau, chez non Temple. Comme attente. Alors, je disais hier à un certain nombre de personnes avec qui je discutais qu'il y a 2 ans, quand on parlait de souveraineté et de cloud de confiance, on était limite fasciste. Aujourd'hui, mes confrères et moi sommes plutôt vus comme des héros à la pointe de la modernité. Donc c'est toujours une question de cycle. Et les cycles du moment sont liés au contexte géopolitique qui est un momentum fort pour l'Europe. Et notamment... Et encore, si on remonte à plus longtemps, en fait, c'était un non-sujet, le sujet de la souveraineté. Le sujet était d'abord de faire sa transformation numérique. Le multilatéralisme, voilà. Tout était possible. Alors ça a changé dans les mentalités, certes. Est-ce que ça a changé vraiment, vous le voyez, vous, auprès de vos clients? Oui. Ce qu'ils viennent chercher chez Cloud Temple, c'est le visa de confiance qui est délivré par l'ANSSI. Et aujourd'hui, sur le marché, l'ANSSI joue le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire que le Secnum Cloud, aujourd'hui, c'est gage de confiance. Tout à fait. Parce que pour des industriels du monde de la fabrication de bateaux comme Naval Group, pour des industriels de l'éoléagineux comme le groupe Avril, la sécurité, savoir qu'est-ce qui est plus sécurisé que d'autres ou qu'est-ce qui est en mesure de préserver leur processus métier, c'est des choses qui sont du niveau du débat d'experts. Oui. Or, pour nos clients et pour les clients de nos clients, le fait d'avoir ces tampons donnés par un État qui s'engage, ça facilite énormément les choses pour eux-mêmes, pour leurs assurances et pour leurs propres clients ou les clients de leurs clients. Alors là, vous me parlez de gros clients, ok. Est-ce que ça marche bien aussi, Secnum Cloud, auprès des marchés publics? Alors... Vaste sujet. Ouais. Et je dois dire que c'est un bon momentum pour pouvoir en parler. La puissance publique, en particulier en France, a un problème. Les politiques ont une vision, ont un discours, mais l'exécution de cette politique derrière au niveau de l'administration est complexe. Il n'y a qu'à voir les dernières décisions qui ont été prises, notamment au niveau du cabinet du Premier ministre qui a choisi un Américain pour la veille sur les réseaux sociaux, ou bien certaines entités qui ne sont pas directement des ministères, mais qui préfèrent en fait choisir des technologies non européennes. Comment vous l'expliquez ça? Cette dissonance finalement entre les actions, le discours. Je vais l'expliquer au niveau européen. Parce qu'il y a des explications aussi qu'on entend qui disent bah oui mais parce qu'on ne trouve pas le même niveau, on ne trouve pas les mêmes services, du tout. On ne trouve pas la même sécurité. Puisque alors dans les deux exemples que j'évoque, c'était des Européens qui étaient en place. Quand vous avez sur des prestations d'ingénierie et d'intelligence économique, un prix qui est divisé par 3 par rapport à la moyenne du marché et que c'est un acteur non européen, vous imaginez bien qu'il y a une raison derrière ça. Le sujet de fond, c'est dans quel pays voulons-nous vivre, dans quelle Europe voulons-nous vivre,
Est-ce qu'on accepte de devenir les 27 prochains États américains? C'est une possibilité, on pourra en discuter et je pense que ça donnerait matière à réflexion. Ou est-ce qu'on imagine, et c'est le jeu de nos politiques aujourd'hui, d'être à la hauteur de la situation? L'Europe, elle est millénaire. Et qu'est-ce que vous attendez d'eux très concrètement des pouvoirs publics aujourd'hui? On attend d'eux, en fait, qu'ils arrêtent sur ce logiciel qui date des années 90, qui est le multilatéralisme, comment dirais-je, la concurrence absolue, et qui est une préférence européenne, avec une amélioration pour les sociétés européennes et les services qui sont produits en Europe par des sociétés à capitaux européens. Ça veut dire qu'il faut évangéliser dans les 27 États membres? Mais je pense que l'évangélisation se fait bien. Ouais. Le président Trump est en train d'aider fortement sur ce momentum. Et puis, il n'y a qu'à voir la réaction des parlementaires européens pas plus tard que ce matin, où on commence à avoir une bronca. Et je pense que le tarif et l'accord entre les États-Unis et l'Europe qui a été signé sera probablement pas ratifié ou difficilement ratifié par le Parlement. Merci Christophe Le Sur. C'est un plaisir. Général Fraissinet, merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Cyber. Vous sortez d'une table ronde avec cette question posée un petit peu partout au sein de la REF, à savoir comment on fait pour que l'Europe gagne en autonomie stratégique. De votre point de vue, comment on peut s'y prendre? Alors mon sujet, c'est l'autonomie stratégique en cyber, Oui. en cybersécurité, en lutte contre la cybercriminalité aussi. Donc c'est beaucoup des problématiques d'outils, les outils qu'on connaît pour protéger les entreprises. Et puis moi, mon questionnement, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces outils? Et donc un des exemples que j'ai évoqué dans la table ronde, c'est celui de l'accès à la donnée. Et donc quand vous avez un logiciel antivirus qui tourne dans le réseau de votre entreprise, de votre organisation, ça capture de l'information, et cette information, elle est utile pour comprendre la menace qui se passe dans un secteur économique, dans un territoire, etc. Donc ça, c'est un des enjeux, une des conséquences positives potentielles de faire progresser l'autonomie stratégique, ou en tout cas de faire progresser les acteurs qui sont en proximité de nos besoins. Donc des acteurs français, des acteurs européens ou d'autres régions qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'est de comprendre les menaces telles qu'elles se déploient aujourd'hui de plus en plus vite. Donc une de ces menaces, c'est celles qui sont liées aux dépendances logicielles. Et on n'a pas pris conscience jusqu'à présent à quel point les logiciels qu'on utilise, les codes informatiques qui sont développés un peu partout dans le monde et qui contribuent à ces logiciels, il faut faire attention à qui les maintient, qui en maintient la qualité et la sécurité. Donc par exemple, ça peut être des personnes qui sont défaillantes à un moment donné, ça peut être des personnes qui sont malveillantes aussi, ouais, et qui manipulent ces logiciels. Et puis, il faut pouvoir le maintenir dans la durée. Et donc, c'est pas parce que le logiciel est libre, par exemple, est librement disponible, qu'il ne faut pas financer son développement. Et donc ça, c'est un enjeu, un des enjeux, c'est de faire comprendre qu'il ne suffit pas d'acheter des logiciels, il faut aussi contribuer à l'ensemble de l'écosystème. Et puis ça m'amène à mon dernier sujet que je voulais développer aussi aujourd'hui, c'est celui de la solidarité, c'est-à-dire de développer les réseaux, la confiance. Alors on parle de confiance dans les territoires, mais aussi dans les secteurs économiques et dans le domaine de la sécurité de l'information. C'est essentiel que les RSSI dans les entreprises, dans les organisations publiques, etc. se parlent en France. Comme ce qu'on a pu voir au moment des Jeux Olympiques, par exemple. Exactement. Ouais. Ils ont pu construire ensemble la sécurité des Jeux. Et puis, au quotidien, quand il y a un incident qui concerne un acteur de votre secteur, du commerce électronique par exemple, c'est important qu'il partage sur ce qu'il est en train de vivre. Je suis en train d'avoir un incident avec tel outil logiciel, avec tel type de problématique depuis telle origine, qu'il le partage rapidement pour que les autres se protègent rapidement, par exemple. Et alors vous parlez, c'est super important, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, de la question du logiciel qu'il y a derrière, comment on le fait grandir, comment on l'entretient. Au ComCyber, donc au commandement cyber du ministère de l'Intérieur, on fabrique ses propres logiciels. Comment ça fonctionne? Alors au ministère de l'Intérieur, on fabrique quelques logiciels, notamment le téléphone. Alors il n'est pas dans ma poche, il est dans le sac derrière moi, okay, qui est fabriqué avec le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il y a des logiciels maîtrisés par l'État et des logiciels maîtrisés par la gendarmerie qui nous aident à être sûrs que ce qui tourne sur ces téléphones mobiles est de confiance.
il peut être développé par nous ou avec des partenaires économiques ou avec des acteurs collectifs, des associations qui développent des logiciels. En tout cas, on le maîtrise, on sait ce qu'il y a dedans et ça, c'est important. Donc en termes de cyber, aujourd'hui au niveau régalien, on a cette autonomie technologique. Par exemple, un des sujets qui est important pour nous au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, c'est l'accès à l'information sur la menace, qu'on appelle la threat intelligence en anglais. Les outils qui nous aident à traiter cette information-là, on a choisi une plateforme française qu'on installe, qu'on est en train d'installer au sein du ministère de l'Intérieur. Son nom ? OpenCTI, c'est la société Filigrane avec laquelle on travaille et qui va nous permettre d'intégrer des sources d'informations françaises, européennes, internationales et de les partager, de les analyser et de les adapter à notre vision, à nos spécificités. On a un regard particulier sur la cybersécurité qui fait un lien fort avec la cybercriminalité, donc la menace cybercriminelle qui est derrière, ou plus largement par exemple les escroqueries sur Internet, si on s'éloigne un petit peu du cœur de la cybersécurité. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous dans Smart Cyber. Merci. Merci beaucoup. Retrouvez Bismart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises.